Merci pour l'invitation. Je pense que cette présentation fera écho à la présentation que nous avons eue de Madame l'ancienne ministre de la Santé, où justement il y avait pas mal d'exemples finalement de l'impact des conflits et des violences sur un système de santé dans un pays donné. En fait, de manière générale, aujourd'hui, les violences contre les services de santé sont un phénomène qui n'est certes pas nouveau, mais qui a pris une ampleur assez spectaculaire, malheureusement, dans beaucoup de pays, et malheureusement, un phénomène qui est encore largement sous-évalué globalement. Pour ce qui concerne le CICR, la prise de conscience a eu lieu ces dernières années. Dans les années 2007-2008, on a commencé un petit peu en interne à se rendre compte que dans un certain nombre de pays où nous avions des actions de santé notamment, il y avait des phénomènes de violence qui affectaient l'ensemble des services de santé dans ces pays. On a commencé un petit peu à collecter des données, au départ sur la base d'informations dans les médias, pour faire un peu une petite étude. Cette étude a été présentée en 2011 lors de la dernière conférence internationale du mouvement des Croix-Rouges Croissant-Rouge. C'est une conférence, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du mouvement, où non seulement toutes les cités nationales sont représentées, mais également tous les gouvernements sont représentés. Et lors de cette conférence, on a donc présenté un rapport sur les effets de la violence sur les services de santé, et sur cette base, nous avons eu un mandat pour la prochaine conférence, donc un mandat de 5 ans, pour travailler un petit peu sur une série de recommandations que l'on peut faire aux différents concernés, tant les prestataires de soins que les États, pour essayer d'améliorer la sécurité des soins de santé. Alors, ce qu'il faut dire peut-être rapidement, c'est que dans cette première étude, très clairement, il était ressorti que les violences contre les soins de santé affectent aussi bien les patients, le personnel de santé, que les transports, les ambulances ou les infrastructures, qu'il affecte aussi bien les services publics, privés, que les humanitaires. Nous venons, il y a de cela quelques semaines, de sortir une deuxième étude, et c'est une partie en fait du mandat que l'on a à travers ce projet, c'est de continuer et d'améliorer même la collecte d'informations sur ces incidents de violence qui affectent les services de santé. Et donc on a sorti il y a quelques semaines une étude sur 2012, basée sur des informations, cette fois-ci collectées vraiment à travers différents prestataires de santé sur le terrain, dans 22 pays, pour essayer de voir un petit peu quel phénomène de violence affecte de manière globale ces prestataires. Quelques résultats. Le premier, le plus frappant, c'est tout simplement un graphique qui montre un petit peu les différents types de prestataires de santé qui sont affectés par ces violences, où on se rend compte que plus de 90% des actes de violence sont en fait dirigés contre des prestataires de santé nationaux. Et là, sur cette proportion, on a à peu près 15-16% qui concernent des sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et 75% qui concernent d'autres prestataires nationaux, privés ou publics. On a 1% à peu près qui concerne le CICR ou la fédération, et 6% des organisations internationales et des agences onusiennes. Ça, c'est extrêmement important, ce graphique, parce que finalement, il montre qu'on n'est pas en train de parler d'une question d'accès humanitaire ou d'acceptance des organisations internationales. Là, on est vraiment en train de parler du respect des soins de santé, de manière beaucoup plus large, beaucoup plus large. Évidemment que ça concerne les organisations internationales, puisque nous faisons aussi partie des acteurs qui sont visés par ces violences, mais il ne faut pas confondre cette problématique avec une question vraiment d'accès humanitaire. C'est une problématique beaucoup plus large de respect des soins de santé. Deuxième chose qui ressort de ces statistiques, c'est un petit peu si on regarde les individus touchés par ces violences. Et donc ces actes de violence peuvent toucher soit des individus, soit des transports, soit des infrastructures, soit des individus et des transports, etc. Si on regarde les individus touchés, on se rend compte
Après 60% des personnes directement affectées sont le personnel de santé, 30% à peu près, un peu moins de 30% sont des patients, et puis ensuite on a diverses catégories dont les chauffeurs d'ambulance et un petit nombre de personnes, des familiers ou des passants, etc. Donc finalement une violence relativement ciblée quand on regarde les victimes directes. Si on regarde un peu le type de violence, il y a là malheureusement une grande variété de ces violences, tant des kidnappings, des meurtres, des extorsions, des personnes qui se font tabasser, mais aussi des personnes qui se font gravement menacer, qui décident de changer leurs habitudes, soit de ne plus sortir dans certaines régions du pays, soit même de partir. Et vous aviez mentionné ce phénomène du personnel de santé qui effectivement quitte les zones de conflit. Et ça nous amène à un point essentiel, c'est quand on parle de ces violences contre les services de santé, et ça c'est vraiment particulier à ce domaine, c'est que finalement il y a évidemment les personnes directement affectées, donc c'est pour les chiffres que nous avons, plus de 1000 personnes dans ces 22 pays qui ont été directement affectées, et ça on est conscient que c'est qu'une pointe de l'iceberg, il y a beaucoup d'événements que nous ne connaissons pas, mais finalement on pourrait dire ces 1000 personnes sur la globalité des conflits, en étant un petit peu cynique, c'est un nombre relativement petit. Mais ça serait totalement sous-estimer l'effet que ces violences ont sur l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes directement affectées, il y a des populations derrière qui elles-mêmes ont le contre-coup de ces violences. Prenez par exemple le phénomène des menaces. Évidemment que si vous mettez à la place du médecin ou de l'infirmier qui est menacé, tout le monde préférait être menacé, avoir la possibilité de prendre des mesures, éventuellement même de partir de la région, plutôt que d'être tué. Si vous mettez à la place de la population que cette personne servait, finalement, qu'il décide de partir parce qu'il est menacé ou qu'il soit tué, pour vous, ça ne change pas grand-chose, vous n'avez plus accès à ce service. Et c'est donc ça qui, au-delà de ces violences sur des individus, sur des infrastructures directement, est dramatique, c'est que finalement, il y a non seulement les victimes directes, mais il y a toutes ces victimes indirectes, toutes ces populations qui sont finalement affectées par des services de santé qui, malheureusement, dans les situations de conflit aujourd'hui, ont tendance à se détériorer. Alors même qu'en théorie, lorsque vous avez une situation de crise, vous devriez voir les services de santé se renforcer. Peut-être ne pas arriver à faire face à toute la demande qui elle-même augmente, mais au moins vous devriez voir ces services de santé se renforcer. Or, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que ces services de santé ont une tendance, et ça dans quasi tous les conflits aujourd'hui, à se détériorer. Je l'ai mentionné, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle. Elle a déjà été reconnue en 2002 par l'OMS, mais c'est malheureusement vraiment une problématique effectivement sous-estimée, très peu d'études par rapport à ses effets globaux sur les populations. Là, c'est malheureusement un domaine pour lequel, évidemment, il y a un ressenti, il y a beaucoup d'éléments. Si on parle aux différents ministères de la Santé dans les pays affectés, les constats sont clairs, mais il y a relativement peu d'études. C'est relativement une problématique peu documentée. Venons-en au projet que je dirige, qui est donc un projet qui fait suite à ce mandat de la conférence internationale. C'est en fait un projet qui vise à essayer à la fois de travailler sur des aspects opérationnels et sur des aspects de mobilisation globale. Et ceci en parallèle. Donc l'idée est d'avoir d'un côté toute une série de mesures qui soient prises de manière concrète dans différents pays, et là, à chaque fois, en mettant en place des stratégies qui impliquent les autorités nationales, les CE nationales concernées, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, les différents acteurs prestataires de soins et les délégations du CICR. Essayer vraiment, de manière conjointe, dans ces différents pays, de mettre en place une série de mesures. En même temps, sur un niveau plus diplomatique et d'experts, depuis cette conférence de 2011, une volonté d'avoir, entre 2012 et 2014, une série de rencontres thématiques
avec des experts dans des thèmes qui nous semblent être ceux qui peuvent permettre d'apporter un certain nombre de solutions. En 2014, sur la base de ces recommandations, d'ouvrir des discussions avec différents États, soit de manière bilatérale, soit dans des forats existants, l'Union africaine ou d'autres, pour discuter de ces recommandations et voir un petit peu jusqu'à quelle mesure elles peuvent être prises en compte et implémentées et être présentées ensuite à la prochaine conférence en 2015. Ce qui nous donne en fait une logique vraiment de partir de cette étude 2011, la conférence internationale, et en parallèle, ces consultations d'experts, des stratégies qui se mettent en place au niveau des délégations, la collecte d'incidents dont j'ai mentionné maintenant le premier rapport, et tout ça qui devrait nous amener au rapport final en 2015. Quels sont ces fameux thèmes sur lesquels on essaye un petit peu d'obtenir des recommandations? Il y a en fait toute une série de thématiques qui ont été identifiées sur la base justement de ces études d'incidents. Le premier concerne en fait les droits et les obligations du personnel de santé. Alors ça peut paraître étrange que quand on parle des violences sur le personnel de santé, on commence par parler aussi par ses droits et obligations. En fait, non, puisque malheureusement, on a vu qu'une partie des incidents est des fois liée soit à des actes du personnel de santé qui en eux-mêmes ne respectent malheureusement pas toujours l'impartialité des soins de santé, soit qui des fois le respectent mais sont mal perçus, mal compris par la population ou certains groupes armés ou certains États. Donc là, il nous semblait extrêmement important, à travers ce projet aussi, de réaffirmer quels sont les droits et obligations du personnel de santé dans des situations de conflit. Deuxième élément, sur la sécurité physique des infrastructures. Et par exemple, si on prend ce thème, nous avons identifié 4 sous-thématiques. La première, c'est tout ce qui est l'approvisionnement à la fois en énergie, en eau, la chaîne du froid, etc. Enfin, tout ce qui permet à ces structures de fonctionner dans des situations de violence. Vous aviez mentionné avant dans votre présentation la problématique des générateurs. Effectivement, très souvent, dans des situations de conflit, il faut assurer ces approvisionnements. Deuxième thématique, c'est la thématique simplement du management de ces infrastructures par les directeurs. Comment faire quand on a des pressions, soit de groupes armés, soit de l'État, quand on a des pressions aussi du personnel qui diminue alors que les besoins augmentent, quand on a des pressions des familles, comment gérer toutes ces pressions. Un troisième thème est un thème plutôt lié à la sécurité physique elle-même, à l'ingénierie, qu'est-ce qu'on peut faire pour, quelque part, protéger l'infrastructure. Et finalement, un quatrième thème, lorsque tout cela ne fait plus sens et qu'on doit avoir des infrastructures qui deviennent mobiles, qui deviennent temporaires, quelles mesures de sécurité pour ce type d'infrastructure. Une troisième thématique est celle des ambulances, des services d'ambulance en situation de crise. Une quatrième est celle de la perspective des armées, notamment sur les questions d'évacuation de blessés, sur des questions d'arrestation de patients, sur des questions de combat à proximité des hôpitaux ou d'infrastructures de santé. Et là, par exemple, pour ce thème-là, en plus d'avoir des réunions d'experts, il y a en ce moment même une série de consultations dans une quarantaine de pays qui sont menées avec des armées pour essayer d'avoir leur point de vue, leur pratique, leur modus operandi, essayer de là de tirer un peu les bonnes pratiques qui vont être ensuite discutées par des experts de ces différentes armées. Les législations nationales également, l'adéquation des législations nationales avec l'éthique médicale, avec les normes internationales. Et là, de même, avant d'avoir une réunion d'experts, il y a en ce moment une étude dans une trentaine de pays sur les législations nationales existantes et un petit peu les dilemmes qu'elles posent. Un autre thème sur ce que les sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge peuvent faire par rapport à leurs propres activités, puisqu'on a vu qu'une partie des incidents les touche directement. Et finalement, le rôle de la société civile et des leaders religieux, notamment, dans ce respect des soins de santé. Donc tout ça, c'est une série de thèmes qui avaient été identifiés au début du projet, en discussion avec différents partenaires, pour lesquels nous espérons avoir une série de recommandations concrètes qui, peu à peu, se mettront en œuvre dans différents pays et d'arriver en 2015
avec un rapport faisant état aussi des progrès au niveau de ces pays. Tout cela ne peut se faire que si nous arrivons à avoir des partenariats très forts avec toute une série d'acteurs engagés dans le domaine de la santé. Et ça, c'est extrêmement clair, en tout cas dans la perspective du CICR, que ce n'est pas le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge seul qui peut faire la différence. On peut mener ce projet avec le mandat qu'on a reçu, mais on doit s'assurer qu'au-delà du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il y a toute une série d'autres acteurs qui s'y intéressent, qui eux-mêmes commencent à développer leur propre stratégie sur le thème. Alors aujourd'hui, on peut déjà se féliciter d'avoir l'Association médicale mondiale comme un partenaire important. Nous allons d'ailleurs à la fin de ce mois signer officiellement un MOU avec eux, mais ça fait déjà depuis le début du projet qu'ils sont à bord. Ça va encore se formaliser, notamment lorsqu'on parle des rôles et responsabilités du personnel de santé. Donc là, avec la World Medical Association, qui est donc gardienne de l'éthique médicale, nous allons beaucoup travailler avec eux pour redéfinir un petit peu ces rôles et responsabilités. Un MSF également, qui a lancé sa propre campagne récemment sur les soins de santé, alors en français je ne sais pas comment ils traduisent, Medical Care Under Fire, qui est une campagne lancée par plusieurs ceci de MSF et dirigé aussi par MSF International, visant à avoir un rôle beaucoup plus public sur des attaques touchant leur programme et en espérant aussi arriver à mobiliser un petit peu l'attention sur cette thématique. Finalement, je l'ai mentionné, les nationales de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge, avec une série de rencontres qui ont déjà eu lieu à Oslo, à Téhéran, au Mexique, sur ces questions. Toute une série d'autres acteurs qui sont en train d'être mobilisés. WHO, évidemment, qui est déjà en train de s'intéresser à la collecte des incidents, en train d'essayer de voir comment mettre en place cette collecte d'incidents. C'est un mandat qu'ils ont reçu de l'Assemblée générale il y a une année, sur laquelle ils doivent reporter l'année prochaine. Donc l'année prochaine, WHO doit arriver avec une recommandation sur comment collecter ces incidents qui affectent les services de santé. Un acteur très important, c'est l'Association des services sanitaires des armées, avec qui nous entretenons pas mal de contacts, qui évidemment ont un rôle extrêmement important à jouer lorsqu'il s'agit également des services de santé en situation de conflit. Également le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et la question des postes MDGs. Est-ce que là, il y a aussi un espace pour parler un peu de sécurité des soins de santé, étant donné qu'effectivement, lorsque des pays sont affectés par ce type de violence, malheureusement, on l'a vu, l'ensemble des services de santé sont affectés, et donc c'est un lien également sur les objectifs MDGs. Voilà, peut-être juste en terminant par 2-3 exemples concrets, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer de réunir des experts et d'avoir des recommandations globales, mais il s'agit aussi, je l'ai mentionné, dans différents pays, d'arriver à avoir des actions qui se mettent en place, des mesures adoptées, prises par les différents gouvernements et les différents acteurs. Et là, heureusement, il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer. Pour donner 2-3 exemples, la Colombie, avec un récent décret du ministère de la Santé qui s'accompagne d'une publication précisément sur les droits et devoirs du personnel de santé en situation de violence, qui est un très très bon exemple de document effectivement sur l'adéquation entre éthique médicale, impartialité et difficulté à travailler dans ces zones de violence. Et ce décret s'accompagne donc non seulement de ce document, mais également de toute une logique de formation du personnel de santé du ministère et au-delà du ministère, des gens qui opèrent dans des zones affectées par la violence. C'est en fait un programme dans lequel la Croix-Rouge colombienne, le CICR, sont aussi fortement impliqués. Un autre exemple récent, au Yémen, le mois de décembre passé, le gouvernement, lors d'une cérémonie publique, a signé en fait un texte qui reconnaît l'importance de préserver les services de santé dans les situations de violence,
C'était en fait une signature extrêmement importante, puisqu'au-delà de ce texte, en présence du vice-ministre de la Santé, qui faisait part de statistiques sur les incidents ayant touché les services de santé à Sanaa, une reconnaissance donc, de la problématique, et la mise en place d'une série de tables rondes qui ont débuté cette année sur des questions thématiques, comme par exemple les checkpoints, le passage des ambulances lors de violences, pour essayer de résoudre un petit peu certains phénomènes du passé. On pourrait mentionner d'autres exemples au Sénégal, au Mali aujourd'hui, par rapport à des campagnes de vaccination, où là, il y a un accompagnement qui s'est mis en place aussi par les Croix-Rouges nationales et le CICR, permettant à ces campagnes d'avoir lieu. Alors, un des premiers résultats concrets au niveau global, c'est la publication de ce livre sur précisément les rôles et responsabilités du personnel de santé, un livre qui est largement diffusé aujourd'hui, dont nous espérons recevoir toute une série aussi de commentaires, de manière en 2015, si les commentaires sont substantiels et nécessitent une adaptation du livre, avoir une deuxième édition. Il y a toute une série de questions qui sont abordées là-dedans, au-delà du cadre international, des questions évidemment d'éthique, mais des questions aussi liées aux données, à la protection des données, des questions liées aussi à la problématique potentielle des personnes disparues en situation de violence et la responsabilité du personnel de santé par rapport à ces données qu'ils peuvent avoir sur des personnes qui meurent ou transitent par les centres de santé. Des questions aussi sur les vulnérabilités, des questions liées aussi à des dilemmes, que faire lorsqu'on est témoin d'abus du VIH ou des droits de l'homme. Donc toute une série de questions pratiques qui peuvent se poser au personnel de santé dans ces situations de violence. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a un site internet dédié au projet, qui vient d'ailleurs de changer de look, il est un peu plus agréable que celui-là, dans lequel il y a une série d'informations sur les différents événements en cours. Il y a également un site qui s'est mis en place tout récemment, qui est un site où nous invitons des organisations intéressées par la thématique à joindre. Là, c'est donc sur invitation. C'est un site protégé qui permet l'échange de documents, d'informations entre les différentes organisations intéressés par le projet, sur des pratiques, des documents de référence, des outils entre ces différents acteurs. Voilà, je vous remercie.